Parti, allez. Donc en l'occurrence, je pense que c'est, enfin, le lien alchimique, si tu veux, en fait, entre la façon de traiter les rêves d'une façon alchimique, ça clairement c'est un truc de mon invention. Alors Jung, c'est vrai qu'il était extrêmement intéressé par l'alchimie. Il a même écrit un gros bouquin très obscur, qui s'appelle genre Alchimie et symbole, 800 pages, le machin, imbuvable, complètement hermétique. Mais bon, lui-même en fait s'intéressait énormément à l'alchimie et il a fait un lien en fait comme ça. Après vraiment, j'ai trouvé sur le moment, si tu veux, en fait, vraiment le lien entre, imaginez en l'occurrence que l'inconscient, mais c'est intéressant justement et on rejoint la non-dualité parce qu'on peut considérer que l'inconscient en fait c'est l'ombre et la conscience la lumière, mais aussi inversement en fait que l'inconscient, si tu veux, c'est le soi, donc c'est la partie immortelle de nous et c'est celle-là qui est lumineuse, et la conscience en l'occurrence c'est dans ce truc en fait c'est le mental et c'est le truc réducteur et tout. Donc j'aime bien moi aussi en fait quand ça fait, c'est pas forcément déterminé et que même sur juste 2 éléments comme ça en fait il y a déjà 2 niveaux de lecture différents et qu'en fait tu te rends compte aussi déjà que c'est, regarde le truc du serpent, que c'est déjà en fait entrecroisé. Donc après l'analyse, oui, l'analyse des rêves et la connexion comme ça et tout, franchement j'ai plus ou moins inventé sur le moment, mais moi j'ai découvert quelque chose de comme ça. Et vu que l'idée de toute façon dans tous les processus d'individuation là qu'on est tous en train de chercher ça, si tu veux, c'est vraiment en fait l'accès à la totalité de soi-même, si tu veux, ben moi ça me paraissait vraiment essentiel. Et c'est ce que Jung dit aussi en fait. Alors Jung, il y a d'autres choses dont il parle que moi j'ai pas encore pénétré la chose pour vraiment le processus d'individuation. Donc il y a effectivement la reconnexion entre le conscient et l'inconscient, et il y a aussi, tu sais, l'incorporation de, ah oui, il y a la persona aussi, arriver plus ou moins. Alors je sais pas s'il faut la désinguer la persona, mais enfin il y a persona et anima, tu vois. Donc encore une fois, faut arriver ça me fait penser au tonal et au nagual, en l'occurrence de Castaneda, si tu veux. Donc le truc social, si tu veux, puis le truc mystique et profond. Donc voilà. Mais il parle aussi, tu sais, le fameux anima et animus. Et ça c'est intéressant parce que justement dans les plantes, avec les plantes maîtresses, comme la diète de tabac qui a un esprit masculin et les trucs comme ça, je pense que ça pourrait être. Alors moi j'ai pas encore vraiment creusé, si tu veux, cette façon de me réapproprier, si tu veux, ma partie masculine et puis le féminin sacré et tout ça. J'ai pas encore vraiment travaillé dessus en me focalisant, si tu veux, dessus, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Je pense qu'il faudrait que je lise Jung plus profondément, ou peut-être on va dire des gens qui analysent en fait la pensée de Jung, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc fondamental qui m'échappe. Bonjour. Bonsoir. Enchantée, t'inquiète. Mets-toi à l'aise. Comment tu t'appelles? Amandine. Amandine, cool. On commence tout juste, t'inquiète en fait. Donc voilà. Merci. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un l'a pénétré ce truc. Est-ce que toi, par exemple, t'as dû travailler dessus, toi, non? Animus, anima, la part masculine. Sans vraiment le vouloir, je me suis rendu compte après coup que je l'ai travaillé, quoi. Ouais. Parce que j'ai lu des trucs dessus, mais après, et je me suis dit, ouais, moi je me suis beaucoup interrogée, alors non pas sur mon genre, pas du tout, mais sur la partie, tu sais, qu'on veut masculine, féminine, Ouais. hein, parce que j'étais tout le temps dans des trucs, je me disais, ouais, moi j'ai un Dédé le Gautier qui vit à l'intérieur, des fois il est un peu à l'étroit, le pauvre, et tout, et j'aimais bien le laisser le champ libre à certains moments, Ouais. tu vois, dans tout ce qui est manuel, tout ce qui est très sensuel avec la matière et tout. Et oui, donc moi je l'ai plutôt vécu de l'intérieur, donc c'est pas très intéressant que j'en parle, mais ça un rapport à un truc que tu as dit tout à l'heure pendant ton interview. Tu parlais des rites initiatiques. Ouais. Tu disais on n'a plus de rites. Et là tout d'un coup j'ai eu un truc de féminin sacré, tout ça qui est arrivé. Ouais. Mais nous les femmes on en a. Ouais. Avec la naissance d'un enfant. Ouais. Donc je pense que heureusement on n'est pas dépossédé grâce à ça, même si on le vit aussi à travers la grossesse d'une sœur, ou tu sais pas que intérieur. Et je voulais te dire ça quand même. Mais c'est parce que j'ai l'impression que ce qui manque surtout, c'est aux garçons. Alors parfois, oui, ils peuvent vivre aussi à travers la naissance d'un gamin et tout, mais c'est vraiment je me souviens du film 37 le matin, où le flic qui arrête le personnage principal dit vous allez être père de famille, c'est magnifique et tout, il le laisse partir et il dit c'est la dernière grande aventure, c'est d'avoir un enfant. Et voilà, c'était pour juste te dire mais c'est marrant, ça me fait penser aussi à mais c'est marrant que tu me lances là-dessus, parce que figure-toi qu'il y a, alors j'ai une lectrice à moi
qui lit borderline, bref, c'est bête, c'est un truisme, excusez-moi. Et du coup, en fait, elle compare, et elle suit aussi, si tu veux, ce que je témoigne par rapport aux plantes maîtresses et tout ça. Et elle m'a lancé sur le fait qu'en fait, elle, avec ses grossesses et ses machins comme ça, elle vit en fait exactement les mêmes choses que je peux décrire dans le processus tu sais, le processus de diète et puis ce qui se passe aussi dans borderline. Et j'ai une autre aussi, pas encore lectrice, mais enfin bientôt en l'occurrence, que j'ai rencontrée à Toulouse. Et elle me dit exactement la même chose. D'ailleurs, cette nana, je vais lui faire une interview parce qu'elle travaille, je crois qu'on appelle ça doula ou je ne sais quoi, tu sais, enfin les sages-femmes, elle est un peu là-dedans, si tu veux, quoi. Et j'ai une autre amie, celle que je vais voir à Grenoble, qui se dirige aussi là-dedans. Et c'est marrant parce que c'est des nanas elles font vraiment en fait un lien entre l'expérience psychédélique et puis la diète de plantes aussi, qui est pas forcément psychédélique pur et dur, mais qui a un processus comme ça, et qu'en fait c'est complètement relié avec les grossesses. Et honnêtement, alors j'ai pas l'impression que c'est un sujet qui a déjà été énormément traité. Donc cette nana, je vais vraiment lui faire une interview du feu de Dieu, ça c'est clair et net. Et il y a quelque chose, enfin voilà, vous êtes du coup bientôt 4 en fait, 4 nanas à m'en parler en l'espace, donc c'est big synchronicité en l'occurrence, en l'espace de quelques semaines, c'est intéressant, oui. Dans l'accouchement, t'as Ah, vas-y. Non, mais vas-y. Dans l'accouchement, t'as cette phase de désespérance où tu crois que tu vas mourir, et c'est décrit comme quelque chose d'extrêmement mystique. Une phase où t'es confronté à ta propre mort, en fait. T'as beaucoup d'appels à Dieu en aide ou à une espèce de foi, même des femmes qui sont peut-être plus croyantes. T'as juste l'impression que tu vas mourir. Et t'appelles à l'aide à n'importe qui. Jésus, n'importe qui. Qu'est-ce que tu voulais dire, dis-moi? Justement, je voulais témoigner moi, par rapport à mon premier accouchement, où j'ai vraiment eu cette sensation effectivement de devoir complètement m'abandonner, mais à un moment donné, tu vois, d'avoir été obligée de résister par peur en fait, où les gars me disaient je vais jamais y arriver, il va jamais sortir et tout. Et pour le coup, à un moment donné, en fait, un peu ce que moi j'ai vécu quand j'ai pris les champignons, un truc où en fait, tu te dis, mais l'expérience, elle va de toute façon, voilà, laisse venir les choses, laisse aller, et de t'abandonner à quelque chose où il y a un truc qui lâche. Oui. Alors après, moi je mets le lot de l'ego à un moment donné qui est obligé de lâcher, et je pense que c'est, en tout cas, c'est un peu comme ça que les psychédéliques te poussent un petit peu à finalement à ce que ton ego il lâche un truc, quoi, et que derrière tu vois ce qui peut être transformé, de quoi tu es capable en fait, au plus profond de toi et de tes tripes. Et effectivement le mental lâche et c'est les tripes du coup qui prennent le dessus. Enfin, c'est comme ça moi mais c'est entièrement véridique. Et encore une fois, on voit bien, tu vois bien que quand tu commences à t'intéresser à l'alchimie, tu vois qu'en fait tout est absolument alchimique et machin comme ça. Et justement, j'en parlais tout à l'heure, je me suis fait interviewer en podcast, donc j'en parlais, et on disait en fait justement que ce serait en fait, l'expérience psychédélique, alors oui, c'est des initiations, des machins comme ça, mais en fait, moi, je pense que t'es vraiment censé, en fait, rapporter les apprentissages que tu chopes là-bas, notamment la façon dont tu gères ton esprit, dont tu gères ton ego, dont tu gères plein de trucs, si tu veux, et que l'intérêt, en fait, c'est de justement pouvoir transposer le vécu et les apprentissages parce que voilà, quand t'es face à presque un bad trip ou quelque chose de coriace, si tu veux, et que t'arrives à faire ça, je crois qu'en fait, beaucoup d'entre nous, peut-être, oublient qu'aussi, alors pas forcément dans des trucs extrêmes comme un accouchement ou quelque ça, mais qu'en fait t'es censé en fait les techniques ou les machins que t'as appris, si tu veux, t'es censé le transposer dans le monde réel en fait. Et j'ai l'impression que là pour le moment on est peut-être un peu à la phase, et que tu vois on parle beaucoup des intégrations, des machins comme ça, et j'ai l'impression qu'on omet un peu en fait de parler de ça, que vraiment en fait ce qu'on vit là-bas, si tu veux, ça éveille en nous justement des capacités, des forces et des machins, et que vraiment le but final, si tu veux, comme effectivement les initiations qu'il y a pu avoir justement dans les peuples, les vieux peuples ou les machins comme ça, si tu veux, t'es censé, enfin, quand t'as vécu ça, le reste aussi paraît moins dangereux quand même, et que c'est comme si, je sais pas, je pense que ça fait ça dans beaucoup de processus de la vie, c'est quand t'as accompli un certain truc, il n'y a plus de retour en arrière aussi, et tu sais qu'en fait t'es capable de ça, et ça c'est déjà fait. Alors il y aura des épreuves supplémentaires qui viendront, mais en fait c'est toujours la même chose qui est mise à l'épreuve, c'est toujours la même chose, tu vois. Et moi j'aimerais qu'on arrive à incorporer en fait un peu plus les enseignements des psychédéliques dans la vie, mais même basique, et encore plus, peut-être encore plus extrême quand on accouche, quoi. Ce qui est difficile dans ces, comme tu dis, même dans ces trans ou dans ces expériences-là, c'est que tu ne sais pas à quel moment va se présenter la pierre philosophale, le Graal, ce truc qui va faire que, en fait, il y a cette intégration, cette transformation du plomb en or, ce que tu vas dire, l'apprentissage que tu vas faire. Moi, je suis incapable aujourd'hui de dire, dans les accompagnements que je fais, ou dans les expériences que j'ai vécues,
qui fait que ça s'est intégré. Tu vois, l'espèce de pierre philosophale qui va faire que de plomb s'est passé en or. Tu veux dire, excuse-moi, au moment du processus, en fait, quand tu es dans un trip psychédélique et que ça switch d'ombre en lumière, tu comprends pas comment... Par exemple, tu vas avoir des gens qui vont avoir vécu des trans extraordinaires, mais qui vont en ressortir à un espèce d'égo spirituel. Pour moi, il n'y a pas eu cette transformation, il y a juste eu une... Tu vois, c'est pas une transmutation, c'est une transformation. Et par contre, pour des trans parfois très légères, où tu sais même pas si c'est une vision ou quelque chose qui a déclenché ça, il y a cette transmutation. D'accord. Et pour moi, c'est ce mystère-là, cette pierre philosophale, ce Graal, c'est ce truc-là qui est inaccessible en fait. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin en fait de... Ouais, non, mais c'est intéressant comme question, mais on en revient, bon, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est marrant parce que on a l'impression qu'on continue en fait, on continue le même, c'est passionnant si tu veux. Je pense que ça nourrit les hommes qui veulent savoir, tu vois, la recherche du mystère, du Graal. Ouais, mais en fait, Et je crois qu'en fait, faut presque. Le mystère, on va nous trouver, mais si on veut le trouver et le toucher, on ne touchera jamais. Mais c'est vraiment pas le but en fait, le truc. Le truc en fait, c'est que justement, il faut arriver à. Mais justement, c'est Pascal. J'ai eu une discussion évidemment avec Pascal Boucher, puisque j'ai passé la soirée avec lui l'autre jour. Et lui, c'est pareil. Au final, il en est là à un stade, une sorte de Bruce Lee, encore une fois, hein, si tu veux, le côté. Le côté, il y a plus de limite, si tu veux. Et je pense que là, en l'occurrence, par rapport à ce que tu me dis, par rapport à ce besoin, plus ou moins, en fait, de repérer ou d'identifier, tu sais, la chose qui a permis de switcher, si tu veux, en fait, que il faut, en faisant ça, on est encore dans le séparatisme, en fait, et dans le truc, et que c'est encore finalement, ça lui ferait plaisir, on va dire, au mental de pouvoir, en fait, identifier les choses. Et je pense qu'en fait, vraiment, moi, c'est ça que je trouve merveilleux dans la psychédélique, c'est qu'on arrive à ne même plus souhaiter ça. Et que Ce qui me fait peur, moi, ou ce qui m'interroge, c'est par exemple, j'ai l'impression que la tendance qu'on peut voir apparaître, c'est que les psychédéliques soient cette pierre philosophale, que ce soit le psychédélique qui transforme. Alors pour moi, c'est juste les conditions, comme tu mettrais dans ton creuset, que tu mettrais à haute température, machin, c'est les conditions. Et pour moi, les psychédéliques ou ces expériences-là, ça va être la voie brève, en fait, tu vois. Mais ce truc qui transforme, oui, je suis d'accord avec toi, tu peux le vivre dans la nature ou dans une expérience très standard. Alors moi, en l'occurrence, non. Mais après, moi, je pense que je suis coriace. Mais c'est pas que mon ego est spécialement accroché, si tu veux, c'est juste que par contre, il y a un stade, en fait, dans l'ayahuasca, vraiment, où j'atteins cette espèce de connaissance, si tu veux, qu'il n'y a plus de mental, parce que vraiment, il est dézingué, le mental, si tu veux. Et moi, j'ai malheureusement besoin d'une haute dose haute. Que l'ayahuasca l'envoie du lourd, même si ça arrive avec un verre, c'est pas le problème de la dose en fait, mais qu'il y a besoin d'un énorme, si tu veux, truc comme ça. Par contre, je m'aperçois que de plus en plus, et sans l'avoir forcément conscientisé ou dit c'est ça que je voudrais intégrer dans ma vie, vraiment pas, mais je m'aperçois qu'en fait, là, la lame de fond qui fait qu'en fait c'est pas ma vision de la vie, c'est plus carrément jusqu'à l'appréhension elle-même. Donc c'est avant, c'est pas un phénomène comme ça. C'est, tu sais, quand tu reçois en fait. Même si a priori en fait la vision c'est pas comme ça, c'est quelque chose qui fait comme ça. Mais tant mieux dans ces cas-là, ça veut dire que ça part vraiment de moi. Et je m'aperçois qu'en fait au niveau de l'appréhension même de la vie, c'est en train de changer. Et c'est pas, alors oui, j'ai fait beaucoup de cérémonies d'ayahuasca et beaucoup de diètes si tu veux, et lu des bouquins d'arts martiaux effectivement qui m'ont vraiment en l'occurrence débloqué des clés de compréhension que j'avais pas eu si j'avais pas eu effectivement le sermon du Tengu, les machins comme ça si tu veux. Donc il y a vraiment eu des trucs comme ça, le truc de Musashi aussi, enfin bon, bref. Moi j'entends que ça crée ta perméabilité à cette intelligence ou ce que j'allais dire, est-ce que tu vois, moi ça fait écho à est-ce qu'un enfant finalement à un moment donné qui est pas complètement dans l'ouverture, la naïveté, la perméabilité, il a pas accès à un moment donné, tu vois aussi moi potentiellement je me suis rendu compte que j'avais vécu à 7 ans une expérience qui était aussi forte en fait que ce que j'avais vécu avec des champignons et au contact de la nature, en pleine nature. Et au final, c'est un de mes souvenirs qui m'a permis de passer des difficultés de ma vie parce que mon soi le plus profond d'enfant a goûté à ça en fait. Et honnêtement, moi parce que je pense que j'étais hyper perméable à ce moment-là et que j'avais finalement un ego qui n'était pas vraiment présent. Et l'expérience que j'ai eue, c'est à 41, 42 ans. Enfin, au final, je me suis dit, putain, en fait, j'avais déjà vécu un truc. Mais on est nombreux à l'avoir noté. C'est juste que par contre, il y a eu un chemin de devoir renfermer ça parce que dans une famille où c'était hyper conditionné
et du coup tu sais pas quoi faire. Oui, mais honnêtement, même là pour le coup, même dans une famille plutôt cool comme la mienne, mais c'est marrant parce qu'on est nombreux en fait à. Ça me fait penser au film, tu sais, de Luc Besson, Jeanne d'Arc, quand elle est dans un moment dans le champ et elle a un truc comme ça. Bon, elle est vraiment Jeanne d'Arc, elle a pas arrêté, elle est mystique, mais il y a un truc dans le champ où elle a vraiment, elle joue bien en plus, Mila Jovovich, elle est belle comme tout, elle joue vraiment bien. Donc voilà. Et moi, si tu veux, c'était pareil. Et puis j'ai plein d'amis qui m'ont raconté la même chose. Souvent, c'est lié à un vélo parce qu'en gros, il y a la sensation de la vitesse ou de la liberté, de celle. Et moi, c'est pareil, dans un champ, chez mon arrière-grand-mère, coucher du soleil, Réfros-Martin, près de Meaux, enfin voilà, on s'en fout, mais des champs de maïs, un coucher du soleil, mon vélo, parce que j'étais folle de mon petit vélo, c'est vrai. Et il y a eu, c'est vrai, du Jeanne d'Arc en fait, si tu veux, je sais, je m'en souviens. Et c'était quel âge, du coup, probablement 6 ans, effectivement, 6 ans, 7 ans, quoi. Et je pense en fait que c'est ça que j'ai recherché à revivre. Et encore une fois, c'est un état où tu es un avec le. Mais c'est l'éveil, mais c'est l'éveil en fait. Et il y a des gens effectivement comme Pascal Boucher, je crois, qui disent qu'en fait les enfants sont éveillés. Alors pas tout le temps, mais globalement les enfants sont éveillés avant effectivement que l'ego commence à se mettre en place vraiment, à cristalliser et à mettre des limites autour de lui en disant ça c'est moi, ça c'est voilà. Quelque chose comme ça, mais je pense qu'effectivement on est très perméable et tout ça quoi, et c'est génial en fait justement qu'en fait encore une fois l'éveil, je pense que après il y a des gens qui n'ont pas vécu ça, il y a des gens par exemple, je sais pas, des gens dans ma famille qui sont incapables de se rappeler en fait un moment dans leur jeunesse où il s'est passé quelque chose de différent, tu vois, de mystique, mais moi ce que je sais c'est que quand t'as vécu quelque chose comme ça et après tu peux le revivre avec le buffo, avec les machins comme ça aide en fait de savoir ce que tu cherches, parce que chercher l'éveil que t'as juste lu écartolé ou je ne sais quoi, tu sais, que bla 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 bla, ou tu vois sur YouTube les éveils spontanés soi-disant qu'il y en a de partout, mais c'est très difficile en fait, et puis vu qu'on parle de vibration pour attirer ce qu'on veut, comment veux-tu vibrer l'éveil si tu n'as jamais vécu? Donc moi je pense que la transe en l'occurrence et les plantes et tout ça font absolument partie de notre processus d'être humain, l'humanité a grandi avec, et que comme il dit Stéphane Schillinger en l'occurrence, il n'y a pas une époque où ça c'est des champignons hallucinogènes et ça c'est des cèpes, ça c'est pour l'omelette et ça c'est pour la défense. Non en fait, et probablement que c'était intégré d'une façon peut-être même tous les jours, je ne sais pas, enfin, voilà, tu sais, et que du coup voilà, et qu'on est fait en fait, on est fait pour connaître la transe et c'est notre seul moyen de connaissance. Oui, il peut y avoir effectivement quand on est gamin, mais la construction de l'ego, même dans les sociétés anciennes, si tu veux, il y en avait des égos, faut arrêter, il fallait bien, moi j'ai envie de baiser cette nana et c'est moi qui vais tuer le mammouth, il y a même des trucs basiques, il y a besoin d'un ego, donc ça c'est pareil, il faut pas, voilà, mais je pense qu'on est fait en fait pour avoir accès à la transe, que c'est un moyen essentiel de se connaître nous-mêmes, de connaître le monde, et que oui, les plantes en fait font partie de nous, notamment parce que, comme on disait tout à l'heure, les plantes sont nos ancêtres, c'est eux en fait nos vrais papa-maman, et que c'est eux en fait nos enseignants. D'accord. Donc alors, voilà quoi. La première fois où tu vis ça, t'as envie d'en faire prendre à tout le monde. T'as envie d'en faire C'est le prenez, mangez dans oui, mais non, mais on a ce sentiment-là parce qu'on en a été privé. Et que du coup, évidemment, pour nous, ça sonne comme une redécouverte. Mon Dieu, j'ai trouvé effectivement la pierre philosophale. Regardez, goûtez-en. Oui, mais c'est parce qu'autrement, ils en font pas tout un flanc là-bas, si tu veux. C'est juste que c'est nous, évidemment, on est des gosses qui redécouvrent. Mon Dieu, la clé, tu sais, l'easter egg, comme ils disent. Mon Dieu, oui, il était là depuis le début. Il y en a plein qui l'utilisent depuis toujours. C'est nous, les crétins dans l'histoire. On est rétraçables, hein. Donc voilà. Mais c'était intéressant ce que tu disais, je crois aussi par rapport au fait de. Enfin, je sais pas, je crois que j'ai envie de revenir sur le fait tu sais, du truc que le moment du switch, tu sais, le moment du switch, d'arriver à... Est-ce que toi, t'as pas senti un moment dans ton chemin que, en fait, sans chercher, sans forcer, naturellement, en fait, de plus en plus, en fait, t'es loin à définir les choses, tu vois, et puis, pareil, et ça, c'est Yann Conan aussi qu'en parle, les gens comme nous, on va dire, effectivement, qui vont dans les trucs, ils ont des questionnements métaphysiques forts quand ils sont jeunes. Effectivement, à 14 ans, c'est n'importe quoi, c'est la philo par-ci, c'est effectivement le besoin, si tu veux, et moi, mais putain, mais j'en ai plus rien à foutre le mystère, j'aime le sentir en moi, j'ai pas envie de trouver c'est pas le but. Mais non, c'est pas le but, en fait. Et à chaque fois que tu pourras, à la limite, commencer à le définir, tu vas le réduire, tu vas le transformer. Et pourquoi faire en fait? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas vivre dans un espace où il n'y a plus de définition? On est censé tendre vers ça, et c'est ça que nous apprennent les psychédéliques en fait. La dissolution de l'ego, oui, mais pas juste pour être dissous non plus, mais pour étendre en fait. Et l'expansion de la conscience en fait, si tu veux, elle est censée être permanente et que de moins en moins on se définisse. Non, effectivement, comme il dit dans Fight Club, t'es pas ton métier, t'es pas ton treillis, t'es pas ton compte en banque, mais à tous les niveaux, tu sais,
Et c'est peut-être ça aussi qui se passe finalement avec les gamins qui sont dans des trucs où ils se demandent de quel genre ils sont. Peut-être que naturellement, en fait, c'est ça qui se passe, où en fait, mais merde, mais même au niveau du sexe, on n'a même plus envie de se définir, parce que même ça, notamment dans la société ou patriarcale, ou je ne sais quoi, mais même ça pose problème. Chaque étiquette que tu te colles sur la gueule, et puis les autres, ils ne te voient plus que par l'étiquette que tu es. Mais même dans une propre famille, si on a décrété que toi, t'es la bonne élève, toi, t'es le crank, tu pourras changer, tu pourras faire tout ce que tu veux, c'est comme si ça n'existait pas, jusqu'au bout de ta vie. Ta mère, elle va dire, mais non, elle, c'est, mais maman, regarde, non, je suis plus ça, mais si. Donc en fait, virer toutes ces étiquettes. Et moi, c'est ce qui me gêne aussi dans le monde actuel, avec notamment les victimes, les résilients, les thérapies, les tout ce que tu veux, les TDI, les TDAH, je sais même plus ce que c'est, toutes ces lettres, je cherche même pas à comprendre. Et en fait, on s'estampille nous-mêmes, et en faisant ça, on se colle une étiquette qui nous limite. Et moi, vraiment, je suis en train de redécouvrir Carlos Castaneda, si tu veux, juste 2 secondes après, j'arrive. Je suis en train de redécouvrir Carlos Castaneda. Et vers la fin, en fait, tu sais, le chemin du sorcier. Alors déjà, pour vraiment, enfin, c'est une sorte de liberté. Après, c'est une liberté de sorcier, donc c'est pas la même liberté que ce qu'on pourrait dire maintenant, mais c'est pas le problème, si tu veux. Il faut se débarrasser de toutes ces habitudes, parce qu'en fait, ça, c'est pareil. Le matin, je fais mon café, j'allume ma cigarette. Et ça, si tu veux, encore une fois, c'est une imitation. Et en fait, il faut créer une espèce de brouillard autour de soi, pas pour tromper volontairement les autres et jouer les mystérieux, si tu veux. Il faut atteindre le stade où même toi, tu deviens indéchiffrable pour toi-même, et que même toi, en fait, t'es pas capable de dire qu'est-ce que tu vas faire, changer tous ces rythmes. T'es habitué à te coucher à 8h du soir, à boire ta petite tisane. Et ben là, non, en fait. Là, cette nuit, tu sais pas pourquoi, mais tu travailles toujours le matin. Moi qui suis écrivain, je suis très routinière, par exemple. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais toucher en tant qu'écrivain si effectivement je dis non, en fait non, là il est minuit, allez, session d'écriture de malade jusqu'à 5h du matin. Je sais pas, manger quelque chose que j'ai jamais mangé, quelque chose, sortir dans la nuit mais tout comme ça, tout. Alors après, le chemin de Gaël Castaneda, il est profondément inconfortable. Mais moi j'aime en fait ce que ça, la nouvelle possibilité en fait que ça offre à l'homme quand t'arrêtes en fait les définitions. Je pense que tu atteins quelque chose qui touche en fait les choses merveilleuses qui nous font vivre en fait les psychédéliques, cette chose incroyable en fait. Et je pense, alors oui, il y a quelques efforts à faire, quelques petites tromperies même à faire avec soi-même. Après, c'est rien de grave. Le truc de Castaneda, c'est pas si compliqué de boire quelque chose de différent le matin. C'est pas si compliqué, mais de faire bouger en permanence nos propres frontières, nos propres limitations, et de voir ce que l'homme pourrait devenir en fait si il devenait quelque chose. S'il osait en fait se jeter, c'est une sorte de chaos, c'est vrai, mais c'est aussi comme ça que font les plantes maîtresses. Romuald Le Terrier, tout ça, ils en parlent. Yann Kounen, c'est quelque chose en fait qui crée du chaos, même au niveau physiologique en l'occurrence. Hein. Ça bouge, si tu veux, ça fait quelque chose de comme ça. Mais oui, effectivement, l'être humain, je pense qu'il a besoin en fait et qu'il est fait pour ça. D'où justement les rites initiatiques, mais ça percute absolument tout. Mais la souffrance, les machins, mais c'est atteindre effectivement un stade visionnaire, et bien souvent sans plante, hein, les quêtes de vision, les machins, c'est juste le jeûne, le froid, marcher sur le feu, c'est la solitude extrême dans les montagnes, et oui, effectivement, tu fais bouger toutes les limites de l'homme, en fait. Tu vas au-delà du stade du froid, au-delà du stade de la peur, et tu commences, en fait, à choper des trucs ça me fait penser à ton histoire, quand même. Il faudra qu'on en parle, parce que c'est justement la jeune fille dont je te parlais hier, qui avait des dons quand elle était jeune, avec sa famille, et du coup, bon voilà, donc on en parlera. Donc voilà. Pour moi, c'est l'expérimentation de la non-dualité. Ouais. Même le psychédélique, c'est l'expérimentation de la mort, qui est la dualité ultime de la vie, en fait. Pour connaître la non-dualité, et ce que j'entends quand tu dis, par exemple, ne plus avoir d'habitude, ne plus avoir de routine. Si tous les jours tu fais quelque chose de différent, c'est ta routine de faire quelque chose de toujours différent. On retombe toujours dans la non-dualité, en fait. Mais après, tu reviens en arrière. Souvent, tu peux être dans un extrême pour revenir et te retrouver. De s'autoriser dans l'expérience à vivre les 2 extrêmes d'un choix. Et les psychés, c'est l'expression de la mort et de la vie. C'est pour ça que tu peux pas trouver le switch. Parce qu'il est tout le temps en train de se passer. Il change tout le temps. Encore maintenant, là, on est pas pareil que quand on est rentré dans la salle. Le switch, c'est non, mais oui, quand on regarde derrière, on a besoin. Mais je suis toujours halluciné, même les gens que j'accompagne d'autres, moi je fais de l'hypnose, je fais de la thérapie avec l'hypnose, je suis toujours halluciné de voir que des fois, tu vois des transformations incroyables, et de te dire, je suis incapable de dire ce qui s'est passé. Après, il y a plein de possibilités. Tu sais, par exemple, moi, je suis fascinée par les matrices périnatales de Stanislav Grof. Ouais. Tu vois, c'est lui qui a inventé la respiration holotropique et qui a découvert, en l'occurrence, puisqu'il était l'un des premiers à administrer le LSD et les machins comme ça,
et qui a découvert les trucs périnatales. Et alors toi, je sais pas, peut-être en tant que mère, bon après il y en a plusieurs des mères ici, moi je le sais pas, mais enfin bon bref. Et ça c'est pareil, c'est un truc et c'est un truc génial ça en fait de découvrir en fait que il y a beaucoup de gens en fait qui sont coincés dans une certaine matrice et même leur vie en fait, je veux dire les situations qui se répètent et tout ça en fait, c'est parce qu'en fait effectivement il y a eu un traumatisme dans l'une des matrices et que voilà et justement oui les expériences. Alors après t'es pas pour moi passe par le corps. Ouais. Oui, mais ça complètement. Et du coup, par exemple, tes patients, je ne sais quoi, peut-être qu'effectivement, il aurait arrivé quelque chose de, enfin, ils sont sortis d'une certaine matrice. Et ça, par exemple, pour moi, ça peut être un switch effectivement monumental parce que d'après Stanislav Grof, il dit c'est vraiment monumental et voilà quoi. Je le vois physiquement, c'est plus les mêmes personnes. Ouais. C'est fou quand même, hein. C'est fou. Ouais. Il suffit peut-être qu'un mot à vibrer quelque chose organiquement en eux et ça va lâcher un truc. Je l'ai ressenti la première fois où j'ai pris des champignons, les lendemains j'étais vraiment différente au monde. Vraiment. Le vent sur la figure, ça ne me faisait pas le même sentiment, je voyais pas les choses. Et j'ai senti vraiment un changement cellulaire, vraiment hyper profond et hyper dans la matière. C'était pas quelque chose de c'est là pour moi la transmutation, ça s'intègre dans le corps. Et j'avais un problème dans les doigts où je sentais plus mes doigts et j'ai senti comme si mes neurones responsables de la sensibilité repoussaient. J'ai vraiment eu ce truc de comme la plante qui grandit quand on a un accéléré comme ça. Je sentais sur tête à doigt, vraiment un truc très 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 physique. Donc c'est surtout les plans que ça se passe. On ne peut pas trouver le moment de la bascule, mais peut-être qu'extérieurement on le voit plus facilement que quand tu peux l'observer, mais ah oui, tu peux l'observer, mais tu peux pas le. Tu peux voir le mystère, mais tu ne peux jamais le toucher. C'est magnifique. C'est bien le mystère, c'est bien qu'il y ait des choses qu'on n'arrive toujours pas à expliquer. C'est magnifique. Moi, j'aime vivre de plus en plus dans le mystère, sans explication. Alors que là, ça laisse une touche de magie. De magie, ouais, qui est à l'opposé de la science, presque. Oui. Quand même, du coup, tu peux créer des conditions favorables. Et tu vois, moi, les psychés, les anthropogènes, ça, c'est des conditions favorables. Alors, avec un certain setting, avec tout ça. Mais peut-être que ça se passera. Ah oui, des fois le setting c'est absolument parfait et ça veut rien se passer. Et des fois c'est l'expérience où t'as pas envie d'y aller, que t'es tout foireux et que bah là, bam. Des fois t'es sur un vélo. Et puis des fois, Et tu fais Jeanne d'Arc. Et puis des fois le changement il s'observe longtemps après. Et de manière inattendue. Enfin, moi je découvre que l'intégration elle se fait dans la vie en fait. Oui. Sur des petites choses où tu te vois changer une habitude, enfin faire un truc pas comme d'habitude enfin ouais voilà et tu sais pas comment ça s'est produit ou quoi mais et ça peut prendre du temps, enfin longtemps. Enfin, moi j'ai eu je suis allée fort d'accumuler l'expérience, prendre faire des diètes et tout. Et en fait, je me suis pas laissé le temps d'intégrer, voilà. Et en fait, je me rends compte que j'intègre encore, quoi. Oui. Et c'est fin, c'est subtil. Enfin, ouais, ouais. Et c'est vraiment dans la vie. Enfin, je sais pas comment dire. Il faut vivre après pour se rendre compte de ce qui a changé. Ouais. Oui, non, mais oui. Cette peur de rester collé au plafond et puis d'être, voilà, comme tu dis, pur esprit. Non, pas du tout, en fait. Sans arrêt, t'as le rapport entre mais je pense qu'en fait c'est comme ça. Puis c'est le truc putain, mais c'est le truc du chakra, du machin, et machin, c'est la Kundalini, c'est le truc taoïste de la terre et du ciel. C'est censé faire comme ça, voir comme ça, je ne fais pas comme. C'est ça, mais c'est complètement ça. Par l'équilibre, en fait. Ben oui. Et puis moi je vois vraiment l'image de l'arbre avec les racines en fer et la tête, tu vois, au plus haut en fait de ce qu'il peut. Et en fait, si tu restes là-haut, bah tu le transformes pas dans la matière, on est bien d'accord tous les jours. Et je voulais revenir, toi, quand tu disais, moi ça m'a fait l'image en fait quand tu parlais justement de pas faire les mêmes choses, etc. Moi je trouve aujourd'hui que c'est et ça rejoint aussi ce que tu dis,
Ouais, ça me fait écho à l'élan de vie. Ouais. C'est en fait, à un moment donné, c'est juste d'écouter son élan de vie aussi et effectivement, alors peut-être que l'élan de vie, à un moment donné, ça sera de garder certaines habitudes parce qu'en fait, c'est ta joie et ça te correspondra. Puis à un moment donné, moi, j'ai senti qu'en fait, certaines habitudes, en fait, non, c'était plus mon élan de vie et du coup, j'ai changé. Après, des fois, je revenais. Mais c'est de rester dans cette écoute de quel est mon élan de vie dans l'instant et de pas s'empêcher de vivre des choses par programmation de moi. J'entends, tu vois, je me sens comme ça dans mes cellules, en fait. Ouais. Et je suis maintenant assez à l'écoute de ça, de me dire, en fait, alors c'est compliqué parce que des fois, t'es obligé de, moi, je suis obligée de me dire, ne programme pas. Et en même temps, si tu programmes pas, parfois, voilà, des fois, il y a rien vraiment qui se passe. Donc, c'est aussi un peu un jeu d'entre-deux parce qu'on est dans un système où, voilà, avec la vie du quotidien, le boulot et tout, tu te dis, quand même que je mette une petite régularité sans m'empêcher dans ma régularité, quel est mon élan de vie du jour? Qu'est-ce que j'ai envie de... C'est extrêmement subtil et c'est comme ça aussi qu'on fait, on en parlait encore tout à l'heure, c'est comme ça qu'on fait aussi en ayahuasca pour maintenir, mais c'est le truc du surf et c'est le machin, maintenir une concentration et une rectitude et un axe tout en étant ultra souple, mais sans se laisser justement happer ou cristalliser à aucun endroit, d'être capable de, mais c'est encore une fois, oui, c'est quelque chose qu'on est censé rapporter dans sa vie, et moi je trouve que les entraînements qu'on a en psychédélique, ou si on est capable de faire ça avec des visions effectivement super fortes, peut-être un mal-être ou machin, et que si putain t'arrives à faire ça là-dedans, on devrait, mais la vie quotidienne elle est malheureusement plus sournoise, plus insidieuse. C'est un combat qui est plus souterrain, qui est plus silencieux, puis qui se catalyse pas aussi vite. Du coup, c'est plus difficile, en fait, bizarrement. C'est plus facile, en fait, de prendre son épée pour fendre un vrai monstre que, tu sais, t'as les petits trucs, les petites bêtes, tu sais pas exactement où elles sont, qu'il faut que tu les écrases. C'est pire, en fait. Mais après, moi, je pense que, voilà, ouais, non, c'est horrible. Mais je pense que ce qu'on vit avec les psychédéliques, c'est censé, c'est des entraînements, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'encore une fois, non, la pierre philosophale n'est pas les psychédéliques, c'est un support, d'autant plus que, mais absolument toute discipline, que ce soit les arts martiaux, le surf ou n'importe quoi, pour atteindre le niveau spirituel de chaque discipline, c'est absolument pas de te cantonner en fait au truc. Les champignons, c'est eux qui ont la vérité, ou putain, sans le judo, pas de salut, quoi. Non, en fait, ce sont des supports, c'est des trucs qui te permettent de t'entraîner, et à beaucoup de niveaux, en l'occurrence, notamment les sports et les machins, ça t'entraîne au niveau physique, ça t'entraîne au niveau mental, et qu'en fait, il faut dépasser ça, quoi. C'est pareil, les connards dans les arts martiaux qui restent coincés avec, l'efficacité d'un coup de poing, mais est-ce que le kung fu est plus efficace pour qui donne le coup de poing le plus fort? Mais les gars, vous avez pas compris qu'en fait, l'idée, c'est de se détacher même de l'idée du poing, de l'idée du coup, de l'idée d'adversaire, de l'idée de, c'est ça, en fait, que c'est censé vous apprendre. Donc, je pense qu'on doit faire pareil avec les psychédéliques, c'est un support merveilleux pour, nous apprendre à dominer plus ou moins peut-être à gérer plusieurs parties de nous-mêmes qui fonctionnent pas forcément bien ensemble, mais faut le prendre comme ça, quoi. Ouais. Souvent l'image de si je te demandais de faire un tableau mais que je te donne pas le support, tu pourras jamais rien produire. Ouais. Tu vois, il faut une matérialité. Oui. La discipline, comme tu dis, du samouraï, machin, c'est sa matérialité. Et comme il a cette toile de fond, là, il va pouvoir se réaliser quelque chose. Il va réaliser son œuvre, en fait. Oui, tout à fait. Donc oui, ça peut être le judo, machin, un tableau, puis c'est censé être... Ça s'appelle le flow state. Oui. Le flow state, c'est un état qu'on atteint dans n'importe quelle pratique artistique. Ça peut être dans la musique, ça peut être... c'est juste dans la cuisine. Ouais. Mais moi, je pense qu'on est censé, justement, moi, c'est vraiment ça que je vise, je pense qu'on est censé l'atteindre dans la vie, en permanence, en permanence, quoi. Mais oui, c'est génial. Enfin, t'imagines, après, je pense que... Mais je sais pas si... Ouais. Par contre, du coup, moi, tu vois, ça me demande d'être dans cette phase de... moi, du coup, je l'intègre avec le yoga que je pratique et que j'enseigne, c'est vraiment cette double phase de introspection-action, introspection-action, et que pour être dans le flow, à un moment donné, je suis obligée, en fait, d'être dans le flow intérieur, c'est-à-dire, pour être dans l'action extérieure et goûter, en fait, à ce truc de, je suis vraiment présente, je suis vraiment là, je suis obligée de revenir à de l'introspection pour me dire, en fait, qui tu es là maintenant, qu'est-ce que là où t'as envie, je reparle de mon élan là, et après, hop, de me balancer dans l'action, parce que si on n'est que dans l'action,
En fait, Mais complètement. Mais encore une fois, c'est un mouvement qui est pareil. Ben oui, mais c'est ça, t'as raison. C'est assez fou comme tout est connecté, que tout se retrouve. C'est les mêmes mouvements dans tout ce qu'on a. Mais oui, c'est ça. Hein. Mais comme le cœur, effectivement, qui bat aussi, qui fait des trucs comme ça, c'est. Ben oui, c'est ça. C'est passionnant que tout fonctionne quand même pareil. Quoi. Je suis espantée, moi. Tout ça donne, quoi. C'est pour ça qu'on a beau parler, enfin, tout et son contraire, en fait. On fait que faire ça, en fait. Et sinon, la chimie, il y a ça, mais en même temps. On est en pleine alchimie en fait là. On est en pleine alchimie aussi, hein, franchement. C'est ouais. C'est rejoindre le courant du centre, l'axe, celui qui ne bouge pas, mais qui a tous les mouvements. C'est le point d'équilibre qui est toujours en mouvement. Voilà. Le seul truc permanent, c'est il a le potentiel de tous les mouvements, mais il ne bouge pas. Et les voix, tu vois, quand tu dis la voix, moi j'imagine ça comme les rayons du cercle, je ramène au centre. Oui, tout à fait. Mais oui, tout à fait. Et là, en l'occurrence, en alchimie, du coup, je pense qu'en fait, ça, si tu veux, c'est le cœur, comme ils arrêtent pas de dire en alchimie, c'est la lumière, en fait, c'est la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, c'est le point, c'est notre nature immortelle. Et apparemment, quand il parle du cœur, il parle de ce cœur-là aussi, mais il parle surtout du centre, en fait. Hein. En alchimie, c'est de trouver le centre. Donc ça, encore une fois. Donc moi c'est ça que j'aime bien aussi justement en alchimie, je vais en parler un petit peu parce que ça me fait plaisir d'en parler. Tu sais le côté justement les philosophes par le feu, je sais pas si toi t'en as entendu parler de cela, mais le côté justement tout cramer, tu sais, tout cramer toutes les illusions combustibles pour atteindre justement en toi l'indestructible en fait. Donc alors encore une fois ça c'est une voie du guerrier, c'est pas recommandé non plus à tout le monde. Ils disent que la voie brève elle est extrêmement dangereuse parce que ça va tout précipiter. Et moi c'est vrai que j'ai eu l'impression à un moment dans ma vie de presque en fait d'avoir fait un choix dans le passé sans le savoir parce que la chimie c'est récent pour moi, je l'ai pas découvert. Mais c'est vrai que quand je lis les bouquins que j'ai écrits ou quoi, c'est pardon un an pile poil presque. C'était genre en août dernier donc voilà quoi. Récent, c'est-à-dire combien de temps depuis? Donc c'est récent, mais c'est tellement révolutionnaire pour moi ça, que du coup c'est complètement intégré si tu veux. Surtout parce que j'ai découvert que, alors déjà en fait je manipulais les symboles alchimiques dans mon écriture sans savoir ce que je faisais. Et en fait c'est un ami qui a attiré mon attention dessus en me disant mais ils sont tous là. Donc il m'a partagé la vidéo d'un mec si tu veux. Et c'était juste incroyable que dans le texte que j'avais écrit, c'est sur mon blog ce texte, tu peux pas imaginer, il y a 30 mots, et 30 mots, hein, et puis les mêmes, hein. Qui sont c'est juste incroyable si tu veux. Donc à partir de là déjà il y a un petit choc si tu veux. Donc j'ai commencé à m'intéresser vraiment. Alors il y a le mot dragon, il y a le mot labyrinthe, il y a le mot feu, il y a plein de mots en fait comme ça si tu veux qui sont complètement et puis c'était vraiment fou parce qu'il m'a partagé une vidéo où le gars en l'occurrence il traitait le labyrinthe en fait, le labyrinthe avec le minotaure et les machins comme ça. Et donc incroyable. Si tu veux, je te partagerai la vidéo avec le texte à coller, tu vas voir comment c'est fou. Donc c'était vraiment, puis en plus, c'est le truc du labyrinthe avec le minotaure, enfin c'est passionnant si tu veux, et donc il parlait aussi de la voie brève, et des dragons et des machins comme ça, donc j'ai vraiment adoré, et j'ai surtout découvert en fait que le personnage de mes livres, c'est un philosophe par le feu, mais c'est l'archétype du philosophe par le feu, si tu veux vraiment, quoi. Donc ça m'a fascinée, et j'ai aussi découvert que j'avais écrit déjà des choses qui étaient des symboles purement alchimiques, mais à un point de précision énorme, sans connaître, alors bon, on est tous connectés aux archétypes, si tu veux, mais là c'était quand même bizarre. C'était vraiment bizarre, avec des expressions vraiment typiquement incroyables. Et donc ça a apporté un nouvel éclairage sur ma propre vie, qui est complètement connectée à mon œuvre en l'occurrence, sur mes bouquins, sur machin. Et donc évidemment, dans le dernier livre, j'ai forcé le trait en ayant découvert tout ça. J'ai acquis certaines connaissances, j'ai fait certains machins, et voilà quoi. Le processus d'écriture, à un moment donné, c'est plus toi qui écris. Oui, mais ça n'a jamais été moi qui écrivais. Donc c'est pour ça, en fait, c'est ça. Partons de la base. C'est ça qui est ouf, c'est que tu vois, quand tu t'intéresses à la chimie et tout, tu vois qu'elle est partout à partir du moment où c'est toi qui fais, en fait. Ouais, complètement, quoi. Et c'est ces archétypes que tu retrouves, comme tu dis, le dragon, le feu. Là, en l'occurrence, c'était les aigles et les serpents, des machins. Puis même, tu sais, mais c'est dingue. Et ça, du coup, c'est bon, ce sera uniquement pour les fans. Mais ça, pour vraiment les fans, tu sais, mais un passage entier que j'avais écrit dans je sais plus lequel de Borderline. Et que un passage vraiment chelou, tu sais, où j'ai même hésité, en fait, à le mettre parce que je me disais, mais d'où ça sort?
Il y a même un passage d'ailleurs, ça c'est une scène coupée du coup, parce que ça me paraissait tellement bizarre. Je me disais, mais non, je vais pas le mettre en fait. Je dis, mais qu'est-ce que. Non, putain, j'aurais dû le mettre. Parce qu'en fait, j'ai après écrit dans le tome 5, c'est un truc à la con, un truc sur les abeilles, en l'occurrence les abeilles, elles ont. Voilà. Et à un moment, le personnage, il avait une vision de sa sœur jumelle qui est morte en fait, c'est pour ça qu'il part dans la jungle, c'est voilà. Et il avait une vision de Tyler, elle s'appelle, recouverte d'abeilles partout sur son visage, voilà, en vision ou en rêve ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est une scène coupée parce que je me dis là non, puis je trouvais ça un peu cliché, j'étais là bon non quoi. Et en fait dans le tome 5, alors c'est bizarre parce qu'il y a ça va être, pas envie de partir dans trop de machin, mais quand j'étais en diète, un pote à moi qui a vu en fait, qui m'a vu moi en vision. Et j'étais mi-cyborg en fait, j'étais comme ça, puis je me tenais tout bizarre comme ça, et en fait j'avais la moitié du corps qui était faite en robot, j'avais des espèces de pompes à l'intérieur, un peu comme un steampunk, un peu cyborg si tu veux. Et en fait j'avais des abeilles tout autour de moi qui arrêtaient pas de me piquer. Elles arrêtaient pas de me piquer. Et j'avais en fait des tuyaux qui étaient connectés à un arbre, et dans l'arbre il y avait une ruche en fait. Et les tuyaux en fait ils étaient connectés à la ruche de l'arbre. Et les abeilles en fait elles arrêtaient pas de me piquer, mais ça me faisait pas mal, je réagissais pas spécialement, ça machin. Donc là on voit effectivement qu'il y a une question de transmutation du venin. Alors le miel c'est l'élixir sacré des abeilles, c'est une sorte d'alchimie en tant que telle. Enfin donc c'était vraiment cool comme vision. Il était con quand même ce mec là, mais cette vision là, mais cette vision là, et il avait des visions en l'occurrence cet homme qui était incroyablement parlante en fait, et il pouvait pas l'inventer cette vision-là. Donc du coup moi, quand je suis vue en tant qu'écrivain, je récupère tout le matos que je peux. Donc dans Borderline, à un moment le jaguar fait un rêve du personnage principal où il lui arrive la même chose en fait, vu que c'est tout à fait ça en fait. La fin de Borderline, c'est transmuter vraiment le venin en médecine à un niveau vraiment bon voilà quoi. Bon bref. Et putain je les aimais bordel, c'est pour ça que Travis il avait rêvé de Tyler avec les abeilles et la scène elle a été coupée, c'est con. Mais tu vois, c'est idiot ça, c'est idiot, mais les abeilles en alchimie c'est très important. Et en fait tout ça, si tu veux tout ça, tu dis mais putain comment j'ai écrit des trucs comme ça et où j'ai reçu des visions comme ça, et enfin les abeilles, qui aurait cru, enfin moi voilà. Et si, c'est dans un livre de Omram Mikhail Kainov, je sais pas comment il s'appelle, j'arrive jamais à le dire, un alchimiste réputé, bon bref, et c'est lui qui parle des abeilles de cette façon. J'étais là mais what the fuck quoi. Et que des trucs comme ça, un passage aussi où il dit qu'il pioche dans les eaux, qui veut une nouvelle aurore, c'était vraiment chelou comme passage, j'ai hésité à le mettre, et en fait c'est presque l'une des résolutions. À la fin, le serpent, il revient, il dit, tu te souviens quand t'as dit ça? Et il lui explique en fait qu'il était en train de parler de l'œuvre noire, qu'il était un truc de fou, si tu veux. Donc c'est vrai que c'est passionnant quand tu... Bon après, on vit tous des synchronicités de malades, tous les gens un peu comme nous, on est en mode, voilà quoi. Mais en écriture, c'est dingue quand tu fasses des trucs comme ça, c'est dingue, c'est génial comme truc. Donc ouais, même pourquoi je dis ça, mais c'est cool. C'est quand tu te connectes à un oui. Mais c'est chouette. Souvent, moi ça m'arrive d'écrire aussi, ouais. Quand tu les relis, des fois tu dis, c'est moi qui ai écrit ça. C'est bizarre quand ça fait ça, ouais. C'est bizarre. Mais ouais, je pense qu'on connecte avec des... Ouais. Mais tous les artistes, à mon avis, non? Je sais pas, ils chopent des trucs qui viennent de... Parce que j'étais en train de penser à une synchronicité que j'ai eue avec une artiste qui est une de mes anciennes amies, enfin bref. Et la synchronicité, c'était... je savais que j'allais la rencontrer, en fait, 3 jours après une expérience de champignons. Et dans mon expérience de champignons, en fait, je vois des visions de fleurs, etc. Donc elle est peintre. Ouais. Et quand je suis allée, du coup, la voir 3 jours après, elle me dit, ah, bah, ça dit et tout, ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vu, enfin, c'est une copine, non, c'est pas bref, copine d'enfance et tout. Et dans mes visions, il y avait beaucoup de choses autour de la femme, de l'enfant, etc. Et elle a complètement changé, en fait, de manière de peindre, mais aussi de sujet. Et ces dernières années, elle peignait beaucoup sur les femmes, elle me dit, ah, ça te dirait de venir voir mon atelier et tout, ça me ferait trop plaisir. Et elle pinçait des grandes toiles et tout. Et je suis rentrée, j'ai fait, c'est pas possible. Et en fait, les toiles, il y avait des visions, et j'étais là, mais Flo, c'est incroyable. Et en fait, bref, mais c'était incroyable comme synchronicité. Et vraiment, j'ai senti qu'en fait, la rencontre, c'était le bon moment de se revoir, et que, je sais pas, mais que c'était, en fait, il y avait un truc qui faisait que c'est le bon timing, et c'est vrai que... Je crois que par définition, les synchronicités, pour les distinguer des non-synchronicités, il y a des critères, et parmi l'un des premiers, c'est justement le choc. Oui. Ouais. C'est ce qui est censé te faire un tic, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, c'était ça. Là, j'ai vraiment eu
Moi, j'aime à Ça attire penser ton que attention. dans ces moments d'ouverture de conscience, tu remets même en cause la linéarité de la temporalité. Ah, mais C'est un peu complètement. comme Romuald Le Terrier. Ah, mais oui, mais c'est comme complètement si ça. des toi du futur, en fait. Il y a un truc quantique un peu Tu les reconnectais. Ah, mais c'est ça. Et puis, comme elle dit Rouloud, justement, tu vois, en fait, le petit choc, en fait, c'est ça. Parce que vu que tout fonctionne comme ça, en fait, c'est le choc qui va permettre aussi, en fait, de. Enfin, bon, bref. Non, c'est incroyable. On pense beaucoup passer. Je dirais c'est incroyable par Mais en définition. fait, Oui. C'est ça. C'est l'idée, en fait. c'est comme s'il y avait un toi du futur qui savait qu'il devait te faire passer par là. Mais grave. Mais ça, on l'a tous senti, non, ça. Mais avec une évidence folle par moment. Et en fait, mais c'est marrant de se dire, tu vois, là, par exemple, bon, il n'y a pas tellement de monde à cette conférence, donc c'est pas la fame, hein, c'est pas successful. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu parlais tout à l'heure, j'ai eu une grosse impression de déjà vu. Bon, enfin, peu importe. Mais je pense que c'est lié aussi ces conneries. Mais avec toi, ah oui, non, quelque chose de bien, mais juste, je me suis souvenu que je te regardais, que j'avais ça là, et voilà, j'ai déjà vécu, quoi. Et justement, là, du coup, comment ça marche les trucs de synchronicité et tout, là, ça veut dire que la Zoé de maintenant, qui a fini d'écrire Borderline et qui est en conférence avec vous, je suis en train d'envoyer des messages à la Zoé du passé pour dire accroche-toi cocotte, tu vas y arriver, ça vaut le coup. C'est ça, en fait, tu vois, qu'on est en train de faire en permanence. Et moi, des fois, j'y pense, c'est un peu ballot, tu sais, mais j'y pense. Et j'envoie des petits messages à la Zoé du passé, tu sais, en disant... Conscience. Ouais, carrément, quoi. Et là, il y a la Zoé du futur qui est pareil, en train d'envoyer des messages à celle-là pour me guider vers autre chose, peut-être pour le Borderline sur Netflix ou quoi. Allez, vas-y, tu vois. Et comme ça, elle est déjà comme ça à Los Angeles, vas-y, t'avais raison d'y croire. Et elle m'envoie des messages maintenant qui fait qu'effectivement, j'espère, contre tout, machin. C'est marrant de voir la vie comme ça. C'est super marrant, moi, je trouve. C'est un côté fun. Mais complètement, quoi. Vertige, quand même. Ah, ça, c'est un peu vertigineux, quand même. Ça, c'est vrai que, voilà, quoi. Ouais, mais il y a un côté effectivement grisant de te dire qu'en fait, et je trouve que c'est là aussi où tu sens que t'as le pouvoir du cœur et de la pensée. Alors après, on parlait de la pensée positive, de ce qu'on veut, enfin, mais de la force des rêves, des élans de rêve qu'on peut avoir. Toi, quand on sent que tu te dis, ouais, le truc Netflix, c'est horrible, tu sens qu'il y a tellement une good vibe qui est lancée que ouais, parce que c'est ça qui est chouette et qui du coup, quand tu sens qu'il t'arrive des rencontres qui font, tu fais, putain, c'est en lien avec mon rêve et ce que je veux, et c'est dingue, quoi, et je trouve que c'est grisant, en fait, c'est sympa. Et ça n'empêche pas, par contre, que tu peux vivre des gros downs. Oui. Mais en même temps, il y a ce petit truc, et moi, c'est souvent ce qui m'est arrivé ces derniers temps, c'est au moment où, en fait, il y a un gros down, que derrière, juste, et peu de temps, il y a un truc qui fait que tu te dis, oh putain, la vie, en fait, elle vaut vraiment le coup. Elle continue d'y croire, comme je vous disais, c'est assez particulier, je trouve. Après, moi j'avais une question pour toi, Zoé, justement, je cogitais dessus avant de venir. Dans la notion dans l'alchimie, il y a une notion de trickster. Dans l'alchimie, il y a une notion de trickster? Ah ouais? C'est vrai que je t'apprends des trucs maintenant. Mais ouais, non, j'étais pas au courant, ouais. Moi, je sais pas ce que c'est trickster. Les tricksters, c'est, en anglais, ça veut dire, c'est comme le farceur, le bouffon. Le farceur, voilà. Le joker. Oui, ça c'est une notion qui existe. Oui, tout à fait, c'est un archétype en fait. C'est un archétype fouteur de bordel et il engendre le chaos parce qu'il répond à aucune logique. Ouais. Donc en fait, il fout le bordel. Voilà. Et du coup, en fait, moi dans ma vie, j'ai eu des questionnements par rapport justement aux synchronicités, parce que moi je suis scientifique à la base et aussi un peu tarée. Donc je me suis toujours demandé en fait, elle est où l'arnaque? Dans tout en fait. Ouais. Je suis tout le temps en train de me demander à quel moment ça va en fait partir en tu vois. Et du coup, toi, selon tes connaissances, déjà, comment se protéger entre guillemets quand on s'engage dans une voie pareille contre justement les potentiels tricksters et les potentiels. Après c'est vague comme terme, hein, tu vois, mais tout ce qui n'est pas lumière, tout ce qui n'est pas forcément joyeux et voilà. Et donc comment se protéger, comment avoir le sens du discernement, et est-ce que toutes les synchronicités sont pour le meilleur, pour te guider vers le meilleur? Alors malheureusement, franchement, au niveau des entités et des machins comme ça, je vais être décevante parce que
Alors moi déjà, j'en ai jamais vu, franchement. Dans mes cérémonies d'ayahuasca, j'ai jamais eu le sentiment, on va dire, d'être confrontée à un démon Un quelconque. trickster ou un truc. Ouais, Mais c'est le but en fait, parce que le trickster à la base il est là pour te. Mais en fait, il est là pour te secouer, mais c'est un producteur de chaos, et comme on disait, le chaos, en fait, il rebat les cartes. Il rebat les cartes, et en fait, on a besoin que les cartes soient rebattues. Et quand l'archétype du trickster, en fait, il vient dans ta vie, et qu'effectivement, il t'arrive plein de trucs à la con, que presque tu peux en rire tellement c'est ridicule, mais ça fout dans la merde quand même, parce que c'est ça le trickster. Sans rime ni raison, t'es là, putain, mais casse les couilles, quoi. Mais en même temps, quand même, c'est presque grotesque, tellement c'est too much. Enfin, voilà. Donc, après ça, si tu veux, c'est intéressant ça en fait quand ça arrive dans ta vie. Alors encore une fois, il faut y aller avec le flow et avec beaucoup d'humour, je suppose, c'est pas toujours évident quoi. Mais c'est aussi pour apprendre là en l'occurrence moi je dirais tu sais à garder ton assiette aussi sur la planche de surf en fait. Mais parce comment qu'effectivement, Comment alors comment est-ce que je fais ça moi en fait? Et déjà, est-ce que tu fais ça? Alors oui, parce que c'est clairement ça, parce qu'en fait, moi, j'en peux plus, en fait, de boire la tasse et de me sentir dévastée, et d'avoir surfé la plus belle vague, et instantanément me retrouver dans le tourbillon, avec la tête sous la mer pendant 20 secondes, et que j'ai l'impression que je vais crever. J'en ai marre de ça. Je veux vraiment, en fait, épouser absolument tout ce qui m'arrive, et ne plus justement juger ça c'est bien, ça c'est mal, et d'être rapide, parce que moi, j'ai découvert que j'avais de la nostalgie. Pardon, mais là, moi je parle pas du bien et du mal, parce que déjà c'est des notions complètement arbitraires et relatives. Je parle de l'utilité, dans le sens où on peut ne pas être d'accord que par exemple cette lumière elle est bien ou pas bien, mais elle te sert à filmer ton truc, tu vois. Donc là c'est plus une approche utilitariste. Donc et là pour moi c'est un peu différent, tu vois. Donc comment tu fais pour te guider vers l'utile? Moi je le vois plus en tant que d'écouter son centre. Le trickster, pour moi, ça va être le diable. Dans le tarot, le trickster, c'est le diable en fait. C'est celui qui divise. Le plus grand trickster pour moi, c'est lui. Mais continue s'il te plaît, j'aimerais bien. Ben, par rapport en fait, tu veux savoir comment je choisis les énergies, qui sont utiles ou pas utiles en fait. Première question. Comment tu te protèges? Deuxième question. Comment le discernement. Et la troisième question. On va la retrouver après la troisième. Comment je me protège? En n'ayant pas peur. Alors honnêtement, c'est pas forcément la chose à faire dans le chamanisme, mais il y a plein de gens qui ne croient pas à la sorcellerie, qui sont quand même victimes de sorcellerie. Donc là, malheureusement, moi je peux pas te parler vraiment alors moi, il m'est jamais rien tombé sur la gueule jusqu'à présent, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'en fait la peur c'est la brèche. C'est la brèche qui rentre en fait. Et moi, je sais pas pourquoi, mais je suis dénuée de peur dans beaucoup de domaines qui effraient les gens. Moi, j'ai la chance de pas... Voilà. Et donc pour toi, c'est un peu ce côté casse-cou qui te protège. Une sorte de... Tu sais, comme si... Après, il y a des têtes brûlées à qui il arrive des emmerdes, des gens qui roulent comme des fous en moto et puis se prennent le mur un jour pas fait comme un autre. Aussi, c'est vrai. Mais moi, j'ai l'impression que cette... Ouais, je t'écoute. Voilà, moi j'ai eu une expérience en fait où du coup c'était avec moi quand on a fait notre tambour. Et c'est pour ça ça me fait la personne qui était avec moi quand à côté de moi à ma droite quand on est parti en quête de vision en fait de son animal totem, elle s'est mise à parler dans une langue en fait très particulière. Et moi je sentais en fait qu'il y avait un truc malsain en fait. Alors après tu disais malsain, en tout cas moi j'ai senti que mon corps ne voulait pas écouter ou en tout cas essayer de justement de ne pas écouter ce qui était en train de se dire parce que son chant en fait ça m'attirait pas en fait. Je sentais que j'allais dans un truc dark qui me correspondait pas. Bref, et du coup et en fait après je suis plutôt allée voir le chaman pour lui dire voilà en fait je voudrais te voir à part, il y a un truc qui s'est passé, ça m'a pas plu, etc. Enfin je voudrais avoir ton avis. Et je dis ça parce que du coup je pense que j'ai pas spécialement eu peur en fait de ce qui arrivait. Tu l'as senti par contre c'était pas net et je pense qu'il faut quand même en avoir conscience que ça existe et ne pas en avoir peur, ça ne veut pas dire en fait ne pas se sentir en fait tout puissant face à ça, au contraire. Faut rester humble, je pense. Mais par contre, effectivement, je suis d'accord dans le sens où quand tu commences à avoir peur, du coup, tu vas être plus ça va plus être attiré vers toi. Voilà, c'est une brèche. Et par contre, après, t'as le choix de dire. Ah mais je comprends. Après moi, le problème avec moi, c'est qu'en fait, j'ai jamais été confrontée à ça. Alors il y a une fois où j'ai vu des chamans, mais moi-même je l'ai pas vraiment senti. Si tu veux, il y avait un mec qui était clairement, c'est un cas de sorcellerie. Ça faisait une semaine qu'il venait dans la Maloca avec nous. À chaque fois, il s'allongeait. C'était le cousin enfin on s'en fout de la famille des chamans, si tu veux. On savait
qui le traitait pour la sorcellerie, il lui faisait des chants spécifiques et machin. Et je me souviens que cette nuit-là, en plus c'était une nuit avec plein de tonnerre et tout, une nuit franchement chelou, quoi. Et les chamans, alors il y avait Wish, moi, qui était à côté de moi, t'avais le vieil Antonio qui était là-bas, puis ils étaient nombreux, les chamans, ce soir-là, et bon, bref, ils étaient un peu dans tout, voilà. Mais pas à côté du mec. D'un coup, tous autant qu'ils sont, Wish, il était à côté de moi, il s'est levé. Tous autant qu'ils sont, ils ont foncé en même temps vers le mec et ils se sont mis à chanter, à lui souffler des trucs comme des malades. Donc là déjà moi qui croyais pas spécialement à la sorcellerie, je veux dire enfin voilà, ils ont aucune raison de faire du cinéma. Et moi j'ai rien vu en l'occurrence, franchement il était pas très fort à l'ayahuasca. J'ai pas vu de trucs noirs sortir de lui, mais c'est juste incroyable comment ils étaient 4 en l'occurrence, il y avait la Maria aussi, la femme d'Antonio. Ils ont foncé en même temps vers le mec, ils se sont mis à chanter comme des je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est évident que là il s'est passé quelque chose. Donc j'ai été confrontée à ça quoi. Après bon voilà, moi j'ai pas peur que ça me rentre dedans ou quoi que ce soit, donc je ne dis pas que ça n'existe pas. Le truc c'est que moi du coup j'aurais bien du mal à dire comment moi je réagis si je sens quelque chose comment je réagis face à ça, parce qu'en fait j'y ai pas été confrontée quoi. Et après ça va quand même avec la notion d'intention aussi, de pourquoi on est là, de quelle est notre intention, de quelle est notre énergie. Avant de boire, tu veux dire l'ayahuasca ou quoi? Je sais pas, moi j'ai aucune expérience d'ayahuasca. D'accord, ouais. Après, tu sais, ce que je trouve marrant dans ces discussions, c'est la différence de perception qui est due justement à comment on appelle ça? Tu vois, là où t'es baigné quand t'es jeune, parce que moi j'ai baigné dans une toute autre culture que vous. Moi c'était l'islam, les djinns et tout ça, la totale quoi. En fait, ça n'a rien à voir avec la culture, pas du tout. Ouais. Donc, d'où cette réaction, on va dire, de défense, qui est tout le temps parce que chez nous, dans notre culture à nous, les djinns déjà, on connaît, on nous parle tous les jours, c'est pas comme en France, hein. C'est genre quand t'es bébé, t'as ta grand-mère qui te dit ah oui, faut pas rentrer dans les toilettes avec la jambe gauche parce que tu vas attirer un djinn, machin, tu vois. Donc on a baigné dans ça. La superstition. Ça fait partie intégrante de la religion déjà, de la culture, du folklore et de toute une génération. Donc c'est ça ce que je trouve marrant, et je trouve un peu que les Européens ont cette attitude un peu nonchalante. Je dirais candide, peut-être. Ouais. Tu sais, parce que déjà, à la base, ils sont très déconnectés de tout l'aspect spirituel. Ils sont très... la science, je l'aime beaucoup, je la porte ici dans mon cœur, mais parce que je suis scientifique. Mais aussi, tu vois, en fait, pour moi, l'utilité, c'est d'avoir les deux. C'est vraiment... Je pense que ce qui a généré ça, c'est la séparation de l'Église et de la République. Mais j'en reviens du coup à cette différence. Donc, quand t'es baigné dans ça, dans notre culture, il y a des bons, il y a des mauvais. En fait, il y a toujours cette dichotomie, binarité. Enfin, je sais pas, on dit binarité, je sais pas si vous dites ou pas. Oui, mais entre justement, ils sont là, on les connaît, on admet leur existence. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Donc moi, le jour où, la première fois où j'ai fait de l'ayahuasca, il y avait le facilitateur qui m'avait dit ne vous inquiétez pas, ça va vous faire bizarre. Moi je l'ai regardé, mais en fait non, pas du tout, ça m'a ni fait bizarre, ni fait nouveau, ni rien du tout. En fait, c'était juste une rencontre, comment on dit, une retrouvaille, tu vois, quelque chose que je connaissais déjà, mais qui s'est juste manifesté autrement que d'habitude. Donc ce que je disais par là, la notion de dangerosité, en fait, c'est ça, la notion de dangerosité que je veux explorer moi personnellement, et que justement, pourquoi je me suis rapprochée de toi, parce qu'avec ton vécu qui est très riche quand même, en termes de temps et d'intensité, j'imagine. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est interroger les gens, tu vois, ce que je faisais avec Balthazar, avec Stéphane et tout ça. En fait, j'ai envie d'extraire comme ça toutes leurs connaissances, tu vois, parce que j'ai 28 ans, et je pense que je vais pas vivre 200-300 ans, même si mon prénom c'est Immortalité, mais je crois que... il y a peu de chance quand même. Tu vois, j'ai envie d'optimiser c'est génial, j'ai envie d'extraire donc toi, quelle est ton attitude vis-à-vis justement de cette notion de dangerosité et de cette notion de... Je pense que quand tu parles des croisements de diète, si tu veux expliquer ce que c'est, c'est peut-être un peu ça. Pour moi, c'est dans le cadre. Voilà, c'est dans le cadre tu dis oui, ma diète a été croisée, donc c'est un peu ça. Donc en fait, tu dis j'ai jamais été confrontée, mais si. Mais le problème avec tout ça, c'est que c'est des croyances.
Mais le problème, si tu veux, c'est que moi, mes diètes, alors à part effectivement quand j'avais les jambes qui étaient devenues en poteau parce que j'avais croisé la diète de Lupuna, effectivement, quand tu sais, tu prends les plantes, tu les diètes et machin, et normalement quand ça s'arrête, il faut vraiment, il y a des trucs spéciaux, on va dire, pour vraiment que ta diète soit fermée et que toi tu sois en fait protégé énergétiquement, parce que sinon en fait, si tu rebaises, remanges du sel, retournes dans la ville, catastrophone quoi, ok. Donc moi, effectivement, il y a une fois où j'ai dû vraiment interrompre ma diète et que j'ai fui l'endroit où j'étais en Amazonie et que du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans la ville. Bon, j'aurais pu continuer un peu la diète alimentaire, mais j'avoue, j'ai mangé normal direct et que j'ai eu des gros désagréments physiques, on va dire. C'est-à-dire bim bam à partir de là. Genre rétention d'eau, mais grave, puissance 10 000. Bon, déjà là, on parle catastrophe. Littéralement physique. Ouais, voilà, c'était vraiment physique. Et en l'occurrence, apparemment, ça aurait pu devenir jusqu'à là. Donc, mais c'était vraiment bizarre, je te dis, vraiment voir ses pieds comme ça, les chevilles comme ça, ça fait vraiment bizarre. Ouais, mais je l'ai appris après. Moi, sur le moment, j'ai cru que j'avais des problèmes de circulation, de rétention d'eau, même si c'était quand même bizarre. Mais bon, je me dis, bon, allez, vas-y, je suis dans la jungle, il fait 40 degrés, peut-être c'est ça. Bon, et en fait, plus tard, j'ai eu en fait, ils m'ont confirmé que quand tu croises une diète de Lupuna, qui est un arbre très puissant, quand tu la croises, quand ta diète, en fait, tu la tords, comme on dit là-bas, et tu la cut et que ça va. Donc, il y a eu infraction. Hein. Ouais. Infraction, si tu veux, en fait, du coup, je sais pas si on peut vraiment parler de l'obscurité de la plante, parce que, en fait, l'obscurité des plantes, les plantes, tu sais, comme je te l'ai dit, je pense, elles ont un monde lumineux avec des esprits qui sont vraiment pour la médecine et un monde obscur où c'est les esprits qui sont, on va dire, pour schématiser, plus ou moins au service de l'ego. Après, encore une fois, il n'y a pas de bien et de mal. C'est normal. Et dans le monde chamanique, si tu veux, pareil, les cas de sorcellerie, de machin, c'est tout à fait, c'est pas, les sorciers sont méchants. Non, en fait, si tu veux, c'est un système qui fonctionne comme ça et au final, c'est articulé, et ça se régule. Ça se régule, c'est comme la troisième loge en alchimie, tu vois, t'as les méchants, t'as les mauvais, puis t'as la troisième loge au-dessus qui comprend qu'en fait elle aligne ni pour le bien ni pour le mal, elle comprend qu'en fait les deux sont nécessaires. Et c'est pareil pour la sorcellerie en Amazonie en fait. Tu peux pas dire ça c'est bien, ça c'est mal, c'est un système qui s'équilibre. Pareil, ils se balancent des flèches les uns aux autres, mais au final, il y a vraiment pas de bien et de mal et eux-mêmes ils se jugent pas non plus comme ça quoi. Donc parler d'obscurité des plantes, encore une fois, oui. T'as les esprits qui sont vraiment dédiés à la médecine et les autres qui peuvent t'enseigner des choses un peu plus, du pouvoir, des trucs comme ça. Est-ce que je peux te poser une question qui va peut-être orienter la réponse et on va discuter de ce que tu disais. Est-ce que tu n'as pas peur ou est-ce que tu as une foi profonde en quelque chose de plus? Les deux, du coup. À mon avis, j'ai pas peur parce que j'ai une foi profonde. Après, ça dépend de ce que tu appelles foi profonde. Après, le truc aussi, c'est que moi, j'ai connu un chaman, j'ai commencé mon initiation avec un certain chaman, et d'une manière ou d'une autre, je crois qu'il m'a mis, j'ai l'impression que je le sens, qu'il m'a mis des arcanes, parce que il m'aimait profondément, cet homme-là, et qu'il m'a mis des arcanes over puissantes, des protections. Et que, pareil, il m'a fait un parfum aussi avec des plantes dedans, et il a chanté au-dessus, il a mis aussi des protections dans ce parfum. Moi, toutes les diètes de plantes que je fais, si tu veux, pareil, je les mets dans ce parfum. Je les ajoute. La bouteille, tu sais, en fait, elle est éternelle, la bouteille. Tu rajoutes de l'agua florida qui contient de l'alcool, si tu veux. Donc, les plantes, elles pourrissent pas. Donc, la bouteille, ça fait 5 ans que je l'ai. Je peux la garder pour toujours, si tu veux. Et toutes les plantes que j'ai diétées, je les mets dedans. Donc, en fait, tous les nouveaux alliés, les nouveaux pouvoirs que j'ai, les nouvelles alliés dans les mondes invisibles, je les mets dans le parfum, d'accord? Je suis pas en train de me tartiner de parfum tous les 5 minutes. Par contre, évidemment, j'en mets avant les cérémonies. Mais même sans ce parfum, j'ai l'impression qu'en fait, alors voilà, je peux me tromper, un jour je vais me prendre une grosse sorcellerie sur la gueule et je vais regretter, mais j'ai l'impression que les arcanes que m'a mis ce mec-là, parce qu'il l'a fait vraiment avec amour, si tu veux, je pense que ça me protège contre beaucoup de conneries, parce que oui, j'ai été exposée à des endroits où clairement il y avait pas forcément de la sorcellerie, mais enfin des trucs pas top, des machins, et que ça va quoi en fait, tu vois. Et le dernier chaman chez qui j'étais, là-bas c'est des fléchettes, ils appellent ça chanta. Donc tu peux recevoir des fléchettes dans le corps en fait, et eux il faut qu'ils les extraient, tu sais, en aspirant, machin, puis en les brûlant derrière, et c'est vraiment des vers de terre, des bouts de trucs bizarres qui ressortent de ton corps, hein, vraiment quoi. Et moi en l'occurrence des chantas, j'en avais juste 2, tu sais. Et c'est des chantas en l'occurrence que je me suis probablement récupéré en allant marcher dans une forêt en France où j'ai pas fait attention aux esprits, à honorer les esprits qui étaient sur place, donc ils balancent des petits, mais c'est rien de grave, tu vois. Donc c'est quantifiable finalement. Oui, et par exemple, regarde, j'ai connu un pote à moi que j'ai envoyé dans un centre. Lui, voilà, il a bu de l'ayahuasca avec certaines personnes. À la base, c'était plus ou moins ses amis. Puis à un moment, en fait, bon, c'est parti en couille un petit peu. Et en fait, il a découvert plus tard. Mais en fait, ces gens-là se sont liés contre lui. Et en fait, ils ont dû le tuer
tuer. Donc ils ont fait un cercle, ils ont bu de l'ayahuasca tous ensemble, et ils ont fait un putain de sort en fait pour le tuer. Mais ça, il l'a découvert plus tard. Lui, il avait cuté avec ces gens-là, bon voilà, très bien. Et en fait, mais c'est au-delà des désagréments en fait. Et lui, comme il dit, sa vie elle a explosé en fait. Au niveau physique, des dégâts neurologiques, des machins, tout, mais la catastrophe atomique. Et donc ce mec-là, il a été au centre où je l'ai envoyé, et en fait c'est le record absolu de tous les Chonta. Apparemment, je sais plus combien, mais ça se compte en genre, mais 3000. Un truc de malade, il arrêtait pas d'en sortir, le chaman, et plus il en sortait, plus il y en avait. Le mec, en fait, il était en tête d'épine, quoi. T'as déjà vu des exorcismes islamiques? Non. Ah, peut-être une fois qu'on m'a montré vite fait. Ça. C'est la même chose. Mais c'est la même chose, je pense. Alors là, en l'occurrence, ils parlent pas vraiment, ils le font vraiment physiquement, quoi. Là-bas aussi, ils font comme ça. Non, mais en fait, c'est par des versets, par des lectures, tu vois, des lectures. Ouais, voilà, et là où on s'adresse directement, en fait, à la chose. Oui, c'est ça, j'ai vu ça, ouais. Mais là, en l'occurrence, si tu veux, en fait, non. Il pose en fait, bon après il y a d'autres trucs un peu. Et puis, pardon, juste un truc, mais ce qui est marrant avec les exorcismes en islam, c'est que ça fait vomir. Bah oui, mais ça passe souvent par là, je crois, pour évacuer le mal d'une manière ou d'une autre. Le vomi, c'est un bon système. Hein. Même dans les images d'exorcisme occidental. Ouais, chrétien, il y a des trucs aussi comme ça. Et tu vois, pour moi, le point de cloche quelque part, c'est déjà c'est avoir connaissance que Dieu existe. On dit que son plus grand pouvoir, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Donc c'est avoir conscience qu'il existe. Tu vois, pour s'en protéger. Et pour moi, la deuxième protection, c'est justement cette foi en l'amour. Alors, ça peut être un Dieu, Allah ou autre, ça peut être l'amour, la vie, cette espèce de lumière, de confiance en ça en fait. Mais de savoir qu'il existe. Oui, il existe des lumières, et oui, il existe des ombres. Oui, il existe des sorciers. Oui, il existe des gens qui choisissent la voie de contrôle du pouvoir. Déjà, si tu en as conscience, et après, c'est d'utiliser la protection symbolique, culturelle qui te parle. Oui, bon, après, moi, je suis pas du tout restreinte à ma culture d'origine, parce que j'étais passée ça il y a très longtemps, sinon je pense que je serais pas là. En fait, la question que je me posais, c'était quand j'ai commencé à explorer un peu la notion de non-dualité, tu vois, grossièrement comme ça, techniquement, tu crées ce qui t'entoure en fait. C'est pas là que ça commence et puis ça va à l'extérieur et puis tu vois. Donc c'était cette vision là qui s'offrait entre guillemets à moi. Et puis il y avait une autre vision où justement on admettait possiblement l'existence d'un trickster qui te ferait croire que effectivement you are God. Tu vois, tu es Dieu, donc tu crées, mais en fait lui il est en train de incarner un petit peu derrière en pensant qu'en fait ah oui c'est bon, j'ai toutes les réponses à toutes les questions, c'est bon, j'ai fait de l'ayahuasca, j'ai compris en fait le monde c'est ça, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est les arcs-en-ciel et des papillons et c'est bon genre, tu vois. Et là il est en train de, tu vois, donc en fait moi la première chose qui m'a vraiment fait cogiter après ma première et unique expérience d'ayahuasca, c'est justement, c'était de me dire à quel point peut-on faire confiance en fait, tu vois, à quel point peut-on déjà à son propre petit cerveau qui souvent déconne très souvent, et puis à la chose en soi, tu vois, donc finalement dans une approche encore utilitariste, dans l'idée que voilà nous avons, on va s'aventurer à dire que nous avons un objectif commun, c'est d'être heureux, allez, grossièrement, et en bonne santé, accessoirement, et avoir un peu d'argent, et tu vois, on aimerait bien avoir cette truc-là. C'est ça. Donc si on prend vraiment ces trois, ou avoir une famille et de l'amour et tout ça, donc c'est quelques trucs qui nous mettent tous d'accord, on peut juger de l'utilité d'une telle ou telle approche. Donc, si je suis un certain chemin de vie, ou une certaine philosophie, ou une certaine approche, entre guillemets, de ces choses-là, est-ce que je vais converger, est-ce que je vais aller vers cette version de moi qui est techniquement heureuse, qui se rapproche le plus de l'utilité, ou bien est-ce que je vais faire, tu vois, des petits zigzags comme ça en pensant que j'ai compris ci, j'ai compris ça, et puis voilà, au final, en fait, tu finis sous les ponts et t'es malade. Alors, honnêtement, ça, tu vois un peu ma question. Ouais, je comprends. Alors, honnêtement, je dirais que ça, j'ai envie de dire encore une fois presque les deux. Ouais. Parce qu'honnêtement les circonvolutions, alors mais c'est difficile à expliquer, mais ça dépend. Mais les circonvolutions, moi je sais que j'en vois beaucoup, je pense en avoir fait moi aussi.
avoir nourri peut-être des nouvelles illusions, des nouveaux, alors pas le truc des Lego spirituels parce que ça vraiment, bah non quoi. Mais moi je vois l'image d'une spirale où c'est ta propre expérience qui va du coup derrière te permettre de faire peut-être d'autres choix, de nouveaux choix, parce qu'en fait t'as cru à un moment donné, tu vois, que ça c'était la bonne voie, puis en fait tu sens qu'au final c'est pas ton équilibre, tu le sens, enfin moi je le sens organiquement en fait, j'ai fait un choix et je me dis non mais en fait en termes de santé, en termes de bien-être, j'y suis pas. Donc, je fais un autre choix, et du coup, ça reste quand même le cœur parce que tu sens que tu as besoin, mais en même temps, c'est ton chemin de vie parce qu'il faut que tu passes par cette expérience-là. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, je sens que ma vie a été une sorte de tourbillon et au final, ben, j'avance quand même, je sais pas, j'ai cette image-là. Ouais, je comprends. Et tu vois, de me dire, en fait, ça me fait penser, il y a pas longtemps, je me suis dit, finalement, la question qui compte pour moi quand je fais un choix, c'est est-ce que j'améliore ou j'aggrave ma situation? Et ça m'a aidé dans mon discernement. Me dire, en fait, là, ce choix-là, potentiellement, est-ce que ça va aggraver ou améliorer la situation dans laquelle je suis? Et tu sais jamais vraiment ce qui va du coup se passer, mais ça va quand même, en tout cas moi, me permettre de me poser et de me dire, en tout cas je me pose pour voir un peu, de pas me précipiter. Avant j'avais peut-être tendance à faire des choix précipités, mais j'en reviens à l'introspection et à me dire, attends. Alors honnêtement moi pour le coup là, c'est moi qui vais être la mièvre de service, mais pour moi c'est facile en fait d'identifier. Je ne suis qu'une seule chose, je sais plus dans quel livre j'ai lu ça, mais je l'ai lu quand j'étais petite, et du coup ça m'a beaucoup aidé. Tu suis l'enthousiasme. Et on s'en fout en fait qu'effectivement il m'attendait un peu cette embûche sur la route, on s'en fout. À partir du moment pour moi la seule boussole, mais tu ressens, regarde-moi comme quand je suis Netflix, cet élan là tu vois il est impossible à oh putain je pars au Mexique, ça tu vois, oh putain mais machin c'est con mais c'est super simple pour moi. Et pour l'ayahuasca du coup c'est, si tu veux c'est pareil et honnêtement pareil pour savoir si tu dois boire ce soir ou pas boire ce soir, ou je vais avec ces gens-là, ce cercle machin. Moi, j'arrive quand même à sentir en fait vraiment il y a un oui ou il y a un non quoi. Et j'oriente ma vie comme ça. Ça veut pas dire qu'après le chemin que j'ai choisi, il y a des embûches sur tous les chemins. S'il y en a un bon ou un mauvais, il y en a, mais en fait, au minimum, les embûches et les saloperies, tu les acceptes beaucoup mieux parce qu'il y a l'élan d'enthousiasme qui est à la base du choix, qui change tout. Et du coup, pour savoir si effectivement l'ayahuasca c'est quelque chose qui va te diriger vers plus de bonheur ou au contraire plus de circonvolution comme ça. Mais ça dépend. Il y a des personnes que c'est un très mauvais choix de boire l'ayahuasca tout simplement parce que c'est à la mode, qu'ils ont cru ressentir l'appel et que du coup ils y vont. Mais non, en fait, putain non. Et oui, effectivement, ces gens-là, putain, ils vont tomber dans le centre où pile poil il y a de la sorcellerie, ça va être pire qu'avant. Parce qu'ils se sont mentis à eux-mêmes en croyant que l'appel, mais c'était une illusion. Et il y en a d'autres profondément. En fait, ils le sentent pour de vrai, quoi. T'as dit le mot-clé. Illusion. Appel, illusion. Pour moi, je crois pas qu'il y ait un choix définitif. C'est-à-dire que se dire, j'ai un libre arbitre, et si je choisis ça, je vais être dans le bon chemin, et si je choisis ça, je vais avoir le mauvais chemin. Pour moi, et presque je suis sûr que tu l'as vécu dans ta vie, des moments où tu as fait des choix où tu t'es dit, putain, c'est la mauvaise décision, et puis 5 ans après, tu te dis, putain, heureusement que j'ai fait ça. C'est ça. Tu vois, c'est en ça que je te dis, le choix n'est pas définitif. Oui. Pour moi, à chaque instant. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais là, moi, je parle pas de ça, parce que moi aussi, j'aime pas du tout juger des décisions en étant bonnes ou mauvaises, surtout à court terme. Mais moi, ce dont je parle, c'est de l'utilité et de s'en rapprocher justement de cette version que je décrivais qui est idéale, où on est en bonne santé, heureux et entouré. Donc c'est une subtilité, tu vois, c'est pas la même chose. Mais ça se rapproche un petit peu, mais donc toi, c'est marrant parce que je me suis jamais autorisée à penser que l'enthousiasme pouvait être une boussole, parce que je suis quelqu'un de très très enthousiaste. Je peux m'enthousiasmer à faire des conneries, mais genre tu vois, mais je sais pas trop, moi pour la première fois, enfin pour une fois, je suis pas vraiment d'accord avec toi, peut-être que parce que je sais pas, j'ai été souvent refoulée dans ma vie parce que voilà, t'as pas le droit de faire de la musique, t'as pas le droit de faire une nana, t'as pas le droit de parler, tu chantes pas, tu vois, des choses comme ça. Mais au final, est-ce que, donc pour toi, l'enthousiasme, c'est une bonne boussole? Écoute, moi, si je peux comparer mon niveau de bonheur par rapport à des fois où j'ai suivi l'enthousiasme et des fois où je l'ai pas suivi. Parce qu'il y a des fois où effectivement il y a la peur, notamment la peur de manquer de pognon et qu'il faut retourner faire serveuse, d'accord? Ok.
cette croyance au fait qu'en fait j'avais pas de moyen de gagner d'argent avec mon art, d'accord. Et ça c'était une croyance qui a été franchement difficile à déraciner et que du coup il fallait absolument que je retourne faire serveuse pour vivre en fait si tu veux. Dès que voilà, bon, là il est temps de retourner si tu veux. Et l'enthousiasme. Et ben là tu crois qu'il y avait de l'enthousiasme à retourner faire serveuse? Non. On n'avait pas, ok. Donc ça c'était la peur qui me dirigeait à ce moment-là. Après, j'ai travaillé du coup en diète énormément, à déraciner des croyances, et j'ai découvert qu'effectivement, il y avait des croyances par rapport à faut chier pour y arriver, le truc du machin. Si tu n'en chies pas dans la vie, rien n'a de valeur. Donc là, déjà, je me condamne à une vie où je suis obligée d'en chier pour arriver à quelque chose. En tant qu'artiste, de toute façon, ça met des années avant que ton travail soit reconnu. Donc effectivement, dans ces cas-là, tu vas attendre 50 balais pour réussir en tant qu'artiste, blabla. Et puis le monde n'est pas prêt pour Borderline. De toute façon, ce que j'écris, c'est trop chelou. Ça, c'est l'ego. De toute façon, ce que j'écris, c'est trop chelou. Les gens ne comprendront pas. Tu parles, les gens, ils adorent Borderline de ouf. Qu'ils aient 7 ou 77 ans, je rigole pas, c'est un truc de malade en fait. Donc clairement, en fait, les gens adorent, ils sont prêts pour ça. Connerie quoi. Donc en fait, voilà, moi en diète, j'ai travaillé sur beaucoup de croyances à la con comme ça, qui en fait, là pour le coup, aiguillaient ma vie vers une version de moi-même, vers une version de ma vie qui est merdique, parce qu'en fait, elle est dirigée par des croyances pourries que je me traîne de je ne sais où, des croyances foireuses et en fait de la peur, énormément. Voilà. Donc à partir du moment où moi, franchement, c'est né d'un ras-le-bol en fait. Là maintenant, essuyer les tables, je me vois essuyer les tables à 1h du matin, en fait, j'en ai ras-le-bol. Je vaux mieux que ça. Voilà, soyons clairs. J'ai des choses à offrir au monde, tout le temps que je passe à ne pas écrire en fait est du temps perdu, c'est comme ça que je l'ai vécu si tu veux. Alors après ça a eu son utilité à un moment parce que oui effectivement je travaillais pendant 6 mois et je me faisais des 1000 euros et je partais pendant 1 an en Amérique latine. C'était un très bon système et je ne regrette absolument pas le fait d'être serveuse, c'était un choix que j'ai fait moi-même et au tout début j'étais enchantée d'être serveuse, ça me paraissait génial. Je faisais mes 6 mois, je faisais mes 10 000 euros, je repartais, elle était géniale ma vie. Simplement, il y a un moment en fait où pour réussir en tant qu'artiste vraiment, parce que c'était quand même ça mon but final, j'ai découvert qu'en fait il y avait un truc limitant et que en continuant à ce rythme, en travaillant 6 mois serveuse, et en fait je n'avançais pas sur les bouquins, j'étais pas en train de me diriger vers ce que je voulais. D'accord? Donc en fait j'ai travaillé à ça en diète de plantes, à vraiment réajuster les croyances et je me suis fait des petits tests à moi-même où vraiment ça faisait peur. Où vraiment il reste 300 euros sur le compte en banque, d'accord? Et là, il n'y a plus de chômage qui tombe, il n'y a pas le RSA, il n'y a rien. Et c'est pas maman qui va m'aider, maman elle est encore plus pauvre que moi. Donc là, en fait, vraiment, et j'ai dû éprouver, si tu veux, en fait, la foi que j'avais libérée avec les plantes et l'éprouver vraiment. Donc là, effectivement, et j'ai décidé qu'en fait, c'est moi je ne bougerai pas. Que c'était là la vie qui allait s'aligner à ce que j'avais décidé moi. Quitte à je ne sais quoi, j'étais franchement prête à tout. J'ai dit, je m'en fous, je ne bouge pas. Je ne vais rien initier pour aller essayer de faire peut-être boulangère ou retourner au restaurant, demander qu'on me redonne du boulot. Non, il y avait 300 euros sur le compte en banque. D'accord? Et donc j'ai fait un test, tout simplement, c'était très simple. J'avais des bouquins Borderline sur la table basse, une photo sur Facebook. Voilà, les Borderline à vendre, machin truc. Tu le crois qu'en 48 heures, j'ai fait 500 boules? Et que du coup j'étais sauvée pour le mois prochain, tout ça, d'accord. Il y a eu quelques fois où j'ai dû le refaire et franchement à chaque fois en l'occurrence, ou sinon c'est des consultations, juste dire franchement là de nouveau on a 300 euros effectivement, et juste publier un petit truc sur Facebook en disant voilà les consultations, je repasse un petit peu la vidéo et voilà, et à chaque fois ça a fait ça. Et j'ai eu encore, juste un truc intéressant, un autre test de la vie dont je parlais à ma copine récemment, où encore une fois, ça fait 1 semaine que je mange que du riz complet et de l'avoine parce qu'il y a vraiment plus rien si tu veux, que c'est vraiment la merde quoi, et que de nouveau machin, on m'a proposé un taf à ce moment-là, qui n'était pas forcément dégueulasse si tu veux, mais que, et en fait j'ai senti en fait en moi, j'étais là bon, est-ce que cette fois-ci c'était pas un taf dégueulasse, d'accord, c'était un truc plus ou moins dans mes cordes si tu veux, qui aurait potentiellement pu aider ma carrière, donc voilà. J'ai au niveau du ressenti clairement dire il y a un choix peut-être raisonnable à faire, t'es pas obligé de faire ce taf, voilà on te propose, c'est peut-être une main tendue du destin parce que t'es vraiment dans la merde, j'en ai marre de manger du riz et de l'avoine, ça commence à craindre, je vais perdre mes dents bientôt, du scorbut, donc peut-être c'est la vie qui m'offre une opportunité machin, ok, ça aurait pu être un choix super rationnel, même au niveau de la carrière artistique ça aurait pu être intelligent comme choix. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai analysé mon ressenti. Et j'ai commencé en fait à me sentir extrêmement mal parce que je commençais à visualiser que la vie que j'adore, qui est la vie où je me réveille le matin, où je me dis putain mon énergie m'appartient, ma sueur m'appartient et que je vais juste m'asseoir et pouvoir écrire mon Borderline comme j'adore en fait, cette vie-là, putain, je vais devoir y renoncer en fait pour le nouveau boulot. Et j'ai commencé à sentir une sorte d'angoisse existentielle mais catastrophique alors que je suis pas quelqu'un d'angoissé, limite, et j'étais là et je commençais à me dire putain non, ça y est, c'est fini, putain la vie que j'adore, la liberté ça y est, c'est fini, tu sais. Et là, en fait, j'ai dit non. En fait, j'ai fait non.
Non, mais je n'accepte pas ce boulot. Je m'en fous que ce soit rationnel, je m'en fous qu'il me reste 300 € sur le compte en banque, je m'en fous. Et putain, j'ai senti un sentiment d'avoir d'échapper, tu sais, à la guillotine. J'ai dit, oh non, mais du coup, putain, mais ça veut dire que demain matin, je peux écrire Borderline comme j'aime. Ah putain, j'ai eu l'impression d'échapper. J'ai l'impression que, tu vois, ma liberté, elle a failli m'échapper. Au dernier moment, j'ai fait, mais non, mais espèce de folle, mais bien sûr que non. Mais non, mais bien sûr que tu continues à écrire Borderline. Tu dis que sa mère au boulot. Putain, le soulagement intersidéral. Et du coup, mais putain, voilà, tu vois. Et bah, j'ai fait pareil, je sais pas, j'ai de nouveau, tu sais, j'ai genre, tu sais, pour commander 25 Borderline sur, tu sais, qui m'appartiennent à moi, ça coûte 150 €. Il reste 300 €. Tu fais, qu'est-ce que je fais? Ok. Je divise en deux. Je claque 150 € pour acheter Borderline, je parie sur moi-même. Une semaine plus tard, ils arrivent, une photo sur Facebook, et bam, de nouveau 500 € en 48 heures, parce que les gens, bah voilà, il y avait une nouvelle fournée de personnes qui avaient lu mon blog, qui machin, et qui étaient prêts à s'acheter des Borderline. Et tu vois ce que je veux dire? C'est ça à la fois. C'est ça l'enthousiasme, c'est ça qui me dirige vers une version de moi-même que je peux pas me tromper. Il y a aucune chance que je me trompe en fait. Alors que si j'avais fait le boulot, ben putain mais non, là je me dirige de nouveau vers une vie où bah j'ai peur pour le pognon et je fais un boulot qui me plaît pas tout à fait, mais c'est plus raisonnable financièrement. Mais fuck d'être raisonnable financièrement, mais je préfère crever dans la rue que d'être raisonnable financièrement. Donc voilà pour moi.